Donc bonjour à tous, on va commencer la formation biostatistique. Donc c'est la première formation présentielle en LAS. On est très content d'être là. Donc moi c'est Mathieu, je suis RM Biostat ce semestre. Voilà. Et moi, c'est Julia et je suis tutrice biostat, passe au premier semestre et LAS au deuxième semestre. Voilà. Pour cette formation, on va aborder plusieurs thèmes. Donc on va aborder en fait tous les thèmes du programme. On va les aborder dans l'ordre qui sont abordés dans les vidéos. Donc le programme il est séparé en 5 modules, distribution et variabilité, probabilité, principe et but d'un test statistique, estimation et essai clinique randomisé. Voilà, donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, à les poser. On est là pour ça, on est surtout là pour répondre à vos questions et pour vous donner les méthodes d'utilisation. Pour celles sur la vidéo, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a Julia qui est là pour vous y répondre. Et s'il y a vraiment une grosse question, on la répondra à l'oral, il n'y a pas de problème. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel sur les divisions. Donc, cette diapo, pour certains, ils l'ont déjà vue. Elle était à la pré-rentrée des LAS. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les vidéos de la pré-rentrée LAS qui peuvent reprendre une partie des thèmes qui ne sont pas abordés dans les différentes formations. Donc, oui, en QCM, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Cette diapo, elle peut vous servir à la fois en maths et en physique particulièrement, vu qu'en physique, vous allez avoir beaucoup plus de divisions qu'en maths. Mais d'un point de vue général, poser une division, ça sert parfois. Vous allez en avoir à poser. Donc, les divisions, c'est comme au collège. Voilà, ça vous rappelle des choses pour certains. Et donc, vous avez le dividende, le diviseur. Vous cherchez combien il y a de fois le diviseur dans le dividende et il y a un reste. Voilà. Quand on a une division plus complexe, comme ici, on va essayer d'abord de décomposer les nombres. Donc pour ça, les tables de multiplication, elles sont utiles. Par exemple, quand on a 35, on sait que c'est 7 fois 5. Quand on a 1800, c'est 2 fois 9 fois 100. Et c'est utile de réussir à faire cette décomposition pour qu'après, vous puissiez simplifier d'un côté les puissances de 10. Donc là, vous voyez qu'on a tout exprimé en fonction de puissance de 10. Il n'y a plus de zéros qui apparaissent. Il n'y a pas non plus de nombre à virgule. Et si on multiplie par 9 en haut et en bas, dans ce cas-là, on peut simplifier. Voilà. Donc, c'est des petits rappels. C'est un peu basique, mais ça peut vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus vite en QCM si vous commencez par simplifier votre calcul plutôt que de faire une multiplication relativement complexe, puis une division. Voilà. Parce que là, on remarque quand même que de 35 fois 10 puissance 3 fois 1800 divisé par 45 fois 10 puissance 4, on en arrive à 14 fois 10 puissance 3 plus 2 moins 4, soit 140. C'est quand même un calcul un peu plus simple à faire, un 2 fois 7 que 35 fois 18 divisé par 45. Donc, maintenant, on va faire un petit rappel sur la loi normale, qui est une des lois de probabilité qui est très utilisée en biostat, notamment avec le théorème central limite. Une loi normale, ça va être une courbe qui va ressembler à une cloche par rapport à la distribution. Les paramètres importants d'une loi normale, c'est que entre moins 1,96 et plus 1,96 écart type, donc écart type, il va se noter ici sigma, la probabilité d'être entre ces deux valeurs, c'est 0,95. Pour petit rappel, une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Avec 0, la probabilité d'un événement qui n'arrive jamais, et 1, la probabilité d'un événement qui arrive toujours. Donc, on a donc 95% des valeurs entre moins 96 sigma et plus 1,96 sigma. On notera sigma l'écart type étant la racine carrée de la variance. Vous aurez la variance qui va se noter sigma carré. Deuxième propriété de la loi normale, c'est qu'entre moins 1 sigma et plus 1 sigma, donc vous aurez 0,68 comme probabilité d'obtenir une valeur. C'est-à-dire qu'environ 2 tiers des valeurs sont entre moins 1 et 1 écart type.
Donc, ces deux propriétés que je viens d'énoncer, elles sont relativement importantes, elles reviennent régulièrement en QCM. Vous avez souvent au moins un item là-dessus à l'épreuve finale. Donc maintenant, on va entamer sur les QCM. Pour rappel, les QCM, ils sont dispo dans la librairie du tutorat, dans le dossier LAS, dossier formation, dossier biostat. Du coup, ce QCM, on note X, une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne mu égale 50 et de variance sigma carré égale 9. On note Y, la variable définie par la transformation Y égale grand X moins 50 divisé par 3. Donc, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que Y, il est défini par grand X moins la moyenne de grand X divisé par la racine carrée de la variance de grand X. Donc ça, vous l'avez vu dans les cours, vous l'avez vu dans le poly du TAT tuto web, c'est la méthode pour faire une loi normale centrée réduite. On va l'évoquer après dans les items. Donc, premier item, la médiane de la distribution de la variable x est de 50. Donc, il est précisé que la variable aléatoire x, elle va suivre une loi normale, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Du coup, sa représentation, c'est une courbe de Gauss. Donc ça, c'est la courbe d'une loi normale, ça ressemble à une cloche. Et dans le cadre d'une loi normale, une des propriétés intéressantes, c'est que la moyenne, c'est aussi la médiane, c'est-à-dire la valeur pour laquelle 50% des valeurs sont au-dessus et 50% des valeurs sont en dessous, et le mode, c'est-à-dire la valeur de fréquence maximale. Voilà. Et donc, on a bien la médiane de la distribution qui est égale à la moyenne, et la moyenne étant de 50, on a bien une médiane de 50. Environ 68% des valeurs sont comprises entre 47 et 53. Donc, pour savoir si 68% des valeurs sont comprises entre 47 et 53, on sait que 68%, ça revient à plus ou moins 1 écart type. Donc, on regarde la valeur de l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. On a une variance de 9. Racine carrée de 9, ça fait 3. Et donc, on regarde 50 moins 3, ça fait 47. Et 50 plus 3, 53. Donc, l'item est bien vrai. Pour l'item C, alors oui, pardon, ça c'est l'explication. Voilà. Pour l'item C, on nous dit probabilité que x soit supérieur à 68, c'est environ 2,5%. Donc, si on nous dit 2,5% supérieur à une valeur, ça va revenir à avoir 95% au centre et 2,5% au-dessus, 2,5% en dessous. Donc là, ça revient à un intervalle de 95%. L'intervalle de 95% sur la loi normale, on l'a vu, c'est plus 1,96 moins 1,96 sigma. 1,96 en général en QCM, on va l'arrondir à 2. Donc, si on prend 50, qui est la moyenne, plus 2 sigma, donc 2 fois 3, 6, 50 plus 6, 56, on est bien inférieur à 68. Donc, la réponse est faux. C'est bon pour tout le monde? Surtout, n'hésitez pas. Oui. Il fallait mettre 56 à la place. Ouais. Du coup, on a la probabilité que x soit supérieur à 56, c'est environ 2,5%. Quand on met environ, on peut très facilement appliquer le 1,96 égale 2. Et 56, du coup, c'est 2. C'est la moyenne plus 2 fois l'écart type. Donc, moyenne plus 2 racines carrées de variance, ce qui est égal à 50 plus 2 racines de 9, avec racine de 9 égale 3. Donc, 50 plus 2 fois 3, 50 plus 6, 56. Si y a encore des questions, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Pareil dans le chat. Voilà. Donc là, vous avez toute l'explication. La variable y suit une loi normale centrée réduite. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, la loi normale centrée réduite par rapport à une variable aléatoire suivant une loi normale.
Les diapos sont dispo hein, au besoin. Pour information. Par rapport à une loi de probabilité suivant une loi normale, donc, on va soustraire la moyenne. Ça va permettre donc de centrer la loi. Et on va diviser par la racine carrée de la variance, donc par l'écart type. Donc, ça fait x moins mu divisé par sigma. Et x moins mu divisé par sigma, c'est bien ce qui a été calculé dans l'énoncé, si on y revient. On a bien x moins 50 divisé par 3, qui est la définition de y. Voilà. Item E, on a la probabilité que y soit entre moins 1,96 et plus 1,96, qui est environ égal à 95%. Donc ici, on sait que y, c'est une loi normale centrée réduite. Loi normale centrée réduite, ça veut dire que la moyenne de la loi, c'est 0. L'écart type, c'est 1. Du coup, 95% des valeurs sont entre la moyenne plus ou moins 1,96 fois l'écart type. Donc, entre 0 plus ou moins 1,96 fois 1. Donc, entre moins 1,96 et plus 1,96. Ouais. Ça, c'est que pour des lois bilatérales? C'est que pour des lois normales centrées réduites. Que c'est moins 1,96 plus 1,96. Donc, quand tu parles de bilatéral, c'est par rapport à quoi? Il me semble que ça change, que ça peut être moins 1,6, je crois. Et plus 1,6. Les Grecs sont compris là. Alors, normalement, quand on va parler de loi normale, étant donné que la distribution est parfaitement symétrique, on va prendre la même borne du supérieur et inférieur par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'on va prendre la moyenne plus ou moins quelque chose fois l'écart type. Avec ce quelque chose qui est le z alpha sur 2, qu'on verra plus tard, qui est marqué dans le poly du TAT ou dans les polis de cours. Mais normalement, que ce soit bilatéral ou une loi normale, on va souvent l'exploiter de manière bilatérale. La manière unilatérale éventuellement de l'exploiter, c'était ici sur l'item C, où on avait P de X supérieur à 68. Et donc là, on considère juste être au-dessus. Oui. Pourquoi c'est pas X à la place de Y? Alors, parce que on est passé de X au Y parce que la variable Y, c'est une loi normale centrée réduite. Et dans ce cas-là, plutôt que d'avoir moyenne moins 1,96 écart type, la moyenne est égale à 0, donc ça simplifie, et l'écart type, il est égal à 1. Donc ça fait 0 moins 1,96 fois 1, donc ça fait moins 1,96, au lieu d'avoir 50 moins 1,96 fois 3, qui est un calcul plus complexe à réaliser. Voilà. Donc les corrections, c'était A, B, D, E. Pour information, l'ensemble des QCM utilisés, c'est des QCM d'annales de passe. Donc le fait de les avoir fait ce soir ne vous empêche pas du tout de faire toutes les annales de LAS. Ça vous fait juste des QCM supplémentaires d'entraînement. QCM 2. Dans une population d'individus, on considère une variable binaire M, telle que grand M est égal à 1 pour les individus atteints d'une insuffisance cardiaque et grand M est égal à 0 pour les individus indemnes. La probabilité d'être atteint d'insuffisance cardiaque est définie par le paramètre pi égale P de M égale 1 égale 0,10. Ça veut dire qu'il y a 0,1 de probabilité d'avoir une valeur de M qui est égale à 1. C'est-à-dire que la probabilité d'être atteint d'une insuffisance cardiaque, c'est 0,1. C'est ça qu'elle veut dire, cette phrase. Donc maintenant, on va voir les items A. Donc l'item A, c'est la variable M suit une loi de Bernoulli de paramètre pi. Donc effectivement, si on regarde, on nous parle d'une... Enfin, M, il peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, donc c'est une variable binaire, et de probabilité fixe. Donc ça correspond à la définition d'une loi de Bernoulli à un seul paramètre, dont le paramètre, c'est la probabilité de succès. Si ce n'est pas bon, surtout, arrêtez-moi, n'hésitez pas. Item B, l'espérance de la variable M est égale à 1.
0,0. Donc, ça, c'est faux. L'espérance d'une loi de Bernoulli, c'est pi. Voilà. Donc, l'espérance, pour rappel, elle se calcule par la somme des valeurs pouvant être prises par la variable aléatoire, pondérée par la probabilité d'obtenir ces valeurs. Dit plus clairement... Ah, ok. Pardon. Donc, dit plus clairement, ça veut dire que on... Pardon. Ça veut dire qu'on prend 1 fois la probabilité d'obtenir 1 plus 0 fois la probabilité d'obtenir 0. Donc ici, c'est pi fois 1 égale pi. Pour la variance de la variable m, c'est égal à 0,1, c'est faux. C'est égal à pi fois 1 moins pi. Et donc, ça fait 0,1 fois 0,9, soit 0,09. L'item D, dans un échantillon composé de n égale 50 individus indépendants issus de cette population, le nombre d'individus atteints d'une insuffisance cardiaque est une variable qui suit une loi de Bernoulli. Donc là, c'est faux. M, il suit bien une loi de Bernoulli. Par contre, là, on répète n expériences de Bernoulli, et donc, ça s'appelle une loi binomiale de paramètres n, le nombre d'épreuves, et pi, la probabilité de succès. Item E, dans un échantillon composé de 50 individus indépendants issus de cette population, le nombre d'individus atteints d'une insuffisance cardiaque est une variable dont la variance est égale à 50 fois 0,1 fois 1 moins 0,1. Donc là, on nous demande la variance de la loi binomiale de paramètres 50 et de probabilité pi égale à 0,1. Donc c'est n, pi, 1 moins pi. Et donc les items vrais, c'était A et E. J'ai une question. Ouais, le bon d'examen, c'est combien comme point négatif? C'est plus 0,2 et moins 0,1, il me semble. Et 0 si tu n'as pas répondu. Voilà. Un QCM, oui, voilà. C'est ça. Si au final, tu avais moins 0,5, tu repasses à 0. Donc, il faut toujours essayer de répondre si vous n'avez aucune idée sur les 5 items. Petit rappel très proba. Donc, l'union, c'est la probabilité d'être soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. L'intersection, c'est d'être dans les deux. Et donc, on a P de A union B qui est égal à la probabilité d'être dans A plus la probabilité d'être dans B moins la probabilité d'être dans A et dans B. Pourquoi on dit ça? Parce que si on compte la probabilité d'être dans A plus la probabilité d'être dans B, on compte 2 fois la probabilité d'être dans A et dans B. C'est pour ça qu'on la lève une fois pour corriger. Pour la probabilité de P de A inter B, on a P de A plus P de B moins P de A union B. Donc ça découle de la première formule qu'on avait dit. Et c'est aussi P de A sachant B fois P de B. Donc la probabilité qu'une fois B réalisé, on soit dans A, multipliée par la probabilité de réaliser B. Et donc P de A sachant B, c'est la probabilité d'être dans A et dans B divisée par la probabilité d'être dans B. Ça découle de la formule juste au-dessus. QCM3, dans une population de personnes âgées, on observe que la probabilité d'être malnutrie est de 10%, notée P de M égale 0,1. La probabilité d'avoir des escarres est de 20% chez les personnes malnutries, P de E sachant M égale 0,2. Et de 10% chez les personnes qui ne sont pas malnutries, notée P de E sachant M bar. Donc, dans cette population, le fait d'être malnutri est indépendant du fait d'avoir des escarres. Donc déjà, on va pouvoir dessiner un arbre de probabilité. On sait qu'il y a 0,1 de probabilité d'être malnutri. Donc 1 moins 0,1, 0,9 de ne pas être malnutri. Pour les escarres, on sait que c'est 0,2 si on est malnutri, donc 0,8 de ne pas en avoir. Et si on n'est pas malnutri, on a 0,1%, une probabilité de 0,1 d'avoir des escarres, donc 0,9, une probabilité de 0,9 de ne pas en avoir. Donc maintenant, à l'aide de cet arbre de probabilité, on nous demande, dans cette population, le fait d'être malnutri est indépendant du fait d'avoir des escarres. Donc pour ça, on regarde que P de E sachant M ou P de E sachant M bar, c'est pas la même chose. Autrement dit, si les deux étaient indépendants, il faudrait que dans tous les cas,
la probabilité d'avoir des escarres soit la même. Or là, on voit bien qu'elle est différente si on est malnutri ou si on ne l'est pas. Donc, il y a bien une importance du fait d'être malnutri sur le fait d'avoir des escarres. Dans cette population, la probabilité de ne pas être malnutri est P de m bar égale 0,8. Donc ça, on l'a fait dans notre arbre de probabilité. Donc c'est pour ça que c'est utile de faire un arbre de probabilité. Et donc, on a vu que c'était 0,9. Oui. Oui. Non. On a dit qu'ils étaient dépendants. Pour que l'événement avoir des escarres et l'événement être malnutri soient indépendants, il faudrait que la probabilité d'avoir des escarres, que tu sois malnutri ou pas, soit la même. C'est ça que ça veut dire, deux événements indépendants. Ça veut dire que quelle que soit la réalisation du fait d'être malnutri, donc que tu sois malnutri ou pas, tu as la même probabilité d'avoir des escarres. Oui, effectivement, il y a une erreur dans le diapo. Je suis désolé. On va le corriger, mais donc ici, ce n'est pas indépendant, c'est dépendant. Voilà. Désolé, ça nous a échappé. Donc, P de m bar, c'est 1 moins P de m, et donc c'est 1 moins 0,1, c'est égal à 0,9. Dans cette population, la probabilité d'avoir des escarres et d'être malnutri est P de E inter m égale 0,2 fois 0,1. Donc ça, on regarde dans l'arbre, on cherche être malnutri, donc ça fait 0,1. Avoir des escarres, ça fait, on passe par la branche 0,1 par la branche 0,2, ça fait donc 0,1 fois 0,2, et donc 0,02. Voilà. Pour l'item A, on peut remarquer aussi que pour déterminer ces deux événements sont indépendants, il y a aussi cette règle-là qui est vraie, c'est que P de M inter E, c'est P de M fois P de E. Et donc, si on calcule, on obtient ces résultats-là. Oui. En gros, on pensait quand on fait P de M inter E, quelle que soit la probabilité qu'on cherche, en gros, inter, ça veut dire la probabilité que M se produise et E en même temps. C'est ça. Alors, donc l'espèce de N, là, c'est inter, c'est la probabilité de l'intersection, donc d'avoir les deux en même temps. C'est comme un et. Et l'espèce de U qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'union, donc c'est d'avoir l'un, l'autre ou les deux. Voilà, donc c'est un ou inclusif. Voilà. Pour le système D, E, on nous demande donc dans cette population la probabilité d'avoir des escarres et de ne pas être malnutri est P de E sachant M bar. P de E inter M bar, pardon. Et donc là, on cherche P de E inter M bar, on passe par M bar, P de E, ça fait donc 0,9 fois 0,1. Dans cette population, la probabilité d'avoir des escarres est P de E égale 0,2 fois 0,1 plus 0,1 fois 0,9. Donc, avoir des escarres, il faut qu'on trouve tous les chemins qui mènent à avoir des escarres. Donc là, c'est M puis E, ou c'est M bar puis E. Donc, ça fait 0,1 fois 0,2 ou 0,9 fois 0,1. Voilà. Oui. C'est quoi la différence entre les événements indépendants et incompatibles? Alors, incompatible, ça veut dire qu'il y a une probabilité nulle d'avoir les deux en même temps. Que tu ne peux pas être malnutri, par exemple, en même temps que tu as des escarres. Du coup, si on a un événement incompatible, on ne peut pas avoir P de E. Tu as P de M sachant E qui est égal à 0. Oui, P de... du coup, ça voudrait dire que là, si on avait quelque chose d'incompatible, par exemple, sur P de M inter E, ben, c'est comme si on enlevait E. Ouais. Okay. Bah, enfin, si ils sont incompatibles, sur P de M inter E, tu as une probabilité égale à 0, ouais, vu que l'intersection est nulle. Donc c'est soit, là, du coup, M peut être égal à 0, mais ça voudrait dire que E est égal à 0. Pas forcément. Ça peut être, si on reprend nos graphes de tout à l'heure, voilà, ici, si on regarde l'intersection, si plutôt que d'avoir ces deux cercles qui se chevauchent, ils ne se chevauchent pas, on a effectivement une probabilité d'avoir l'un, une probabilité d'avoir l'autre, mais aucune probabilité d'avoir les deux. Si tu lances une pièce, tu as une probabilité d'avoir pile, une probabilité d'avoir face
Mais tu n'as aucune possibilité d'avoir pile et face. Voilà, c'est ça incompatible. Mais du coup, dans cet exemple-là, le pile ou face, la M, le fait d'être malnutri, on compare à la base entre être malnutri et ne pas l'être. Donc ça nous donne après le fait d'avoir des escars ou pas, si on est malnutri ou pas malnutri. Du coup, si c'était incompatible, ça veut dire que dans un cas ou dans l'autre, donc là, dans le fait d'être malnutri, par exemple, si c'était incompatible d'être et malnutri et avoir des escars. Ça veut dire que si tu es malnutri, tu ne peux pas avoir d'escar. Donc E c'est égal à 0. Donc ça veut dire que là, cette branche-là, tu aurais 0. La branche en dessous, tu aurais 1. Ouais. Et cette branche-là, tu aurais une probabilité. Et celle-là aussi. Ouais, voilà. Bon. Tu le dis si c'est pas clair. Hein. Non, ok. Donc, petit rappel encore sur les probabilités. Pour les tests statistiques, on va avoir un test gold standard qu'on va noter M+, s'ils sont vraiment malades, M- s'ils ne sont pas vraiment malades. Et un test qu'on va vouloir justement mettre à l'épreuve, on va noter T+, si le test est positif, T- si le test est négatif. Et on va noter les vrais positifs, qui sont la possibilité d'être positif au test, sachant qu'on est malade. Les faux positifs, c'est être positif au test, sachant qu'on n'est pas malade, et ainsi de suite pour les autres. Après, on va définir la sensibilité et la spécificité, qui sont deux valeurs intrinsèques au texte, c'est-à-dire qu'elles ne varient pas en fonction de la probabilité d'être malade ou pas. Donc, celles-là, on peut les déterminer sur un échantillon qui n'est pas représentatif. Donc, on va avoir la sensibilité, qui est la probabilité d'être testé positif, sachant qu'on est malade. Et donc ça, c'est avec les probabilités conditionnelles qu'on a vues précédemment, c'est P de T plus inter M plus, sachant P de M plus. Et donc du coup, c'est les vrais positifs divisés par les vrais positifs plus les faux négatifs dans le tableau. La spécificité, c'est la probabilité d'être négatif au test, sachant qu'on n'est pas malade. Donc, c'est P de T- sachant M-, et donc c'est P de T- inter M- divisé par P de M-. Et on peut remplacer par vrai négatif divisé par vrai négatif plus faux positif. Les valeurs prédictives, donc elles dépendent de la probabilité d'être malade ou non. Donc la valeur prédictive positive, c'est P de M+, sachant T+. En gros, si on est testé positif, quelle est la chance qu'on soit vraiment malade? C'est ça la question qu'on se pose. Et donc, c'est P de T+ inter M+, divisé par P de T+. C'est les probabilités conditionnelles. Valeur prédictive négative, c'est l'inverse, c'est la probabilité de ne pas être malade, sachant qu'on est testé négatif. Et donc là, c'est P de M- sachant T-, et donc P de T- inter M- divisé par P de T-. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la PDP de la VPN varie en sens inverse? Alors, je me demande si on ne l'explique pas juste après. Non, on l'explique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la VPP, c'est la probabilité d'être effectivement... Non, enfin, c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test positif. Si dans ta population, tu as plus de malades en proportion, dans ce cas-là, tu vas avoir plus de chances d'être malade, que ton test soit positif ou négatif. Par contre, tu auras du coup moins de chances d'être non malade. C'est bon? Voilà. Est-ce que tu peux remettre juste l'arbre parce que ça pose problème avec les... L'arbre, quel arbre? Celui-là? Ouais. Oui. C'est quoi la question? Je ne sais pas pourquoi la C me dirait. J'y reviens. Donc, la question C, pour revenir par rapport à une question du chat. Donc, dans cette population, la probabilité d'avoir des escarres et d'être malnutri est P de E inter M égale 0,2 fois 0,1. Donc, la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de E sachant M fois la probabilité de M. Quand vous avez construit votre arbre, pour les voir plus simplement, c'est vous regardez quelles sont les branches qui passent par les deux points que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'est E et M. Donc, c'est la branche 0,1 et la branche 0,2. Et vous multipliez les valeurs de l'une par celle de l'autre. Donc, ça fait 0,1 fois 0,2. Et j'espère que c'est clair. Sinon, vraiment, n'hésitez pas. Pour revenir sur les tests statistiques.
Donc, la sensibilité et la spécificité, elles vont varier en fonction du seuil de positivité. C'est-à-dire qu'un test, on va décider que, par exemple, une glycémie, c'est positif d'être diabétique si la glycémie est supérieure à tel taux, par exemple. Et bien, si on augmente cette valeur du test, c'est ce qu'on voit ici. Si on bouge le seuil, on va augmenter le nombre de vrais négatifs, baisser le nombre de vrais positifs, parce qu'on va tout bonnement baisser le nombre de positifs. Et dans ce cas-là, la sensibilité, elle va diminuer et la spécificité va augmenter. Globalement, si moins de personnes sont testées positives, ça veut dire qu'on a moins de chances de dire que quelqu'un est négatif alors qu'il ne l'était pas. Oui, c'est ça. Donc, QCM4. Donc, on parle d'un nouvel examen d'imagerie par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc, ça va être le test, T+, T-. Donc, M+, on va le noter pour la version Gold Standard et M-, le fait d'être indemne selon le Gold Standard. Et donc, T+, c'est selon la nouvelle méthode d'imagerie. Et donc, ici, on nous dit qu'ils ont volontairement équilibré l'effectif du groupe M+, avec l'effectif du groupe M-. Ça veut donc dire que les effectifs ne sont pas représentatifs de la population générale. C'est ça qu'elle veut dire cette phrase, c'est important de la repérer. Et voici le tableau correspondant. Donc, ça, c'est dans l'énoncé, il vous le donne. Il faut toujours faire attention quand vous voyez ce genre de tableau dans l'énoncé à ce qu'ils n'aient pas inversé les M+, et les T+. Vous pouvez vous retrouver avec les M+ en colonne et les T+ en ligne. Donc, quand vous apprenez vos valeurs, vérifiez aussi que c'est bien posé comme ce que vous avez appris. Voilà. Donc, dans cet échantillon, on observe 20 résultats vrais positifs pour ce nouvel examen d'imagerie. Donc là, on nous demande les vrais positifs. Donc, les vrais positifs, c'est ceux qui sont positifs au test et vraiment malades. Donc ici, ils sont 160, donc la réponse est fausse. Dans cet échantillon, on observe 40 résultats faux négatifs pour ce nouvel examen d'imagerie. Donc là, on cherche les faux négatifs. Donc, on cherche ceux qui sont négatifs, donc témoins, mais qui ne sont pas vraiment non malades, donc qui sont M+. Et donc, on a bien 40. L'item est bien vrai. Item C. Dans cet échantillon, la sensibilité du nouvel examen d'imagerie est égale à 40%. Donc, la sensibilité, on rappelle, c'est la probabilité d'être positif au test, sachant qu'on est malade. Donc, on divise le nombre de vrais positifs par le nombre de malades. Donc ici, ça fait 160 sur 200, ça fait donc 16 sur 20. 16 sur 20, c'est 8 sur 10, 0,8. C'est bon pour tout le monde? OK. Et donc, du coup, c'est 8 sur 10, c'est 80%, ce n'est donc pas 40%. Dans cet échantillon, la spécificité du nouvel examen d'imagerie est égale à 90%. Donc, la spécificité, c'est la probabilité de témoins sachant M-. Donc, on divise les témoins inter M-, donc 180, par le nombre de M- total. Donc, ça fait 180 sur 200. Ça fait donc 18 sur 20. Ça fait donc 90%. C'est bon pour tout le monde? Non, du coup, c'est vrai. Oui, du coup, c'est vrai. Mais c'est pas la sensibilité plutôt, ça correspond pas à la sensibilité. Non, la sensibilité, c'est la probabilité de T+ sachant M+. Donc là, ce serait 160 divisé par 200. Alors que là, on nous parle de la spécificité. La spécificité, c'est la probabilité de témoins sachant M-. Donc, ça fait le nombre de témoins inter M- divisé par le nombre de M-. Donc, ça fait 180 sur 200. C'est bon? OK. Item E, si on utilise un nouvel examen dans un contexte où la prévalence de la maladie d'Alzheimer est de 10%, on peut estimer la valeur prédictive positive. PPP égale 160 sur 180. Ouais. Si il n'y avait pas eu le 10%, l'item était vrai, non? C'est juste un fonction de 10% parce que c'est un nouveau test. Sinon, la VPP, là, quand tu testes, elle est bien de 160 sur 180. Alors, la VPP ici, elle est effectivement de... Alors, la VPP dans cet échantillon est de 160 sur 180. Parce qu'ils ajoute le 10% que l'item est faux. Oui,
C'est parce qu'on parle de la population générale ici, et pas de l'échantillon. Et on nous a dit au début que l'échantillon n'était pas représentatif. D'ailleurs, ça se voit assez rapidement. En général, quand vous avez autant de malades que de non-malades, c'est rarement représentatif. Voilà. Et donc, pour faire le calcul, la valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être malade fois la probabilité d'être testé positif, sachant qu'on est malade. La sensibilité, c'est T+, sachant M+. Voilà. Ça, c'est T+, intérêt M+, dans la population générale. Donc là, on fait tout le calcul. C'est une formule qui est dans votre cours, que vous pouvez apprendre et connaître. Mais d'un point de vue général, ici, le calcul n'était même pas nécessaire à faire. Parce que si vous regardez 160 sur 180, c'est effectivement la valeur qu'on a dans ce test-là. Et ici, on sait que la prévalence, elle est de 50%. Si on a une prévalence inférieure, la VPP va forcément changer. Donc, elle ne peut pas être égale à la même valeur. Si ce n'est pas bon, n'hésitez pas. Okay. Donc, la correction, les items vrais, c'était B et D. Donc, maintenant, QCM 5, on va parler des courbes ROC. C'est ce genre de courbes qui ont en ordonnée la sensibilité et en abscisse 1 moins la spécificité. 1 moins la spécificité, c'est la puissance. Non, on va s'arrêter là. Donc, dans une étude, des radiologues ont évalué les performances diagnostiques de 2 marqueurs quantitatifs d'imagerie par résonance magnétique dans le diagnostic du cancer du sein. Voilà. Et donc là, on a les 2 courbes en fonction du premier critère, celle en noir, et du deuxième critère en pointillé. Ouais, ça marche bien. Donc, là, on va comparer 2 marqueurs différents, donc 2 tests statistiques différents pour voir lequel des 2 est le plus efficace. Les 2, ils sont représentés ici sur les courbes. ADC, c'est la courbe en noir. KS, c'est celle en pointillé. Et on nous pose plein de questions. Donc, item A, on nous demande le marqueur ADC n'apporte aucune information diagnostique permettant d'établir la présence ou l'absence de lésions cancéreuses. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les courbes ROC, je ne sais pas si vous avez bien appris dans les cours à les lire, mais elles se lisent d'une certaine manière. On va reprendre celle en gros. Donc, comme ici, on a 1 moins la spécificité, ici, on a la sensibilité. Donc, si on était sur la diagonale, si notre courbe, elle se mettait sur la diagonale, ça veut dire que la spécificité et la sensibilité, au milieu, elles sont à 50% pour 50%, à 0,5 pour 0,5. On est d'accord? C'est pas bon, surtout dites-le. Donc, si on est sur la diagonale, le test n'apporte aucune information. Parce que si 0,5 pour 0,5, ça veut dire qu'on a une chance sur 2 de, sachant qu'on est testé positif, être malade, et une chance sur 2, sachant qu'on est testé négatif, de ne pas être malade. Donc, on ait fait le test ou pas, ça ne change rien. On a une chance sur 2 d'être malade. OK? Si les courbes sont au-dessus, ça veut dire qu'on va pouvoir optimiser le test pour avoir plus d'une chance sur 2 d'avoir une information sur le fait d'être malade, sachant qu'on est testé positif, et plus d'une chance sur 2 d'être non malade, sachant qu'on est testé négatif. Le point du test le plus optimisé, ça va être le point ici en haut à gauche, c'est-à-dire 1 moins spécificité égale 0, donc 100% de spécificité, et sensibilité à 1, donc 100% de sensibilité. C'est-à-dire que tous les malades, on les détecte, et tous les non-malades ne sont pas détectés. OK? Donc, ça veut dire qu'on n'a aucun faux positif, aucun faux négatif. C'est comme ça qu'on lit une courbe ROC. Et donc, ici, si on nous demande si le marqueur ADC n'apporte aucune information, on regarde tout bonnement si est-ce qu'il est pile sur la diagonale. Et la réponse est non. Donc, il apporte une information. Ça va pour tout le monde? Item B, en utilisant le marqueur KS, il est possible de choisir un seuil de positivité du marqueur qui correspond à une sensibilité de 100% et à une spécificité de 100%. Donc ça, c'est faux.
Si ça avait été le cas, vous auriez eu la courbe qui passait dans le coin en haut à gauche. Et ça correspondrait à un test parfait. Vous en verrez pas. Si on savait en faire, ce serait génial. Donc, en utilisant le marqueur ADC, il est possible de choisir un seuil de positivité de marqueur qui correspond à une sensibilité de 80% et à une spécificité de 80%. Donc, pour ça, on regarde sur la courbe, on va à 0,8 de sensibilité. On regarde où c'en est sur la courbe pour le ADC, on descend et on voit que c'est à 0,2 de 1 moins spécificité. Si 1 moins spécificité, c'est 0,2, ça veut dire que la spécificité, c'est 1 moins 0,2, donc 0,8. Ça va? Non. Sinon, dites-le. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, sur la courbe ROC, on va à une sensibilité de 80%. Donc, 80%, c'est 0,8. Donc, on se repère sur la courbe, on va à 0,8 ici. Et on descend pour voir c'est quoi la valeur de 1 moins spécificité. Si on a 1 moins la spécificité qui est égale à 0,2, on a une spécificité qui est égale à 1 moins 0,2, donc 0,8. C'est bon? Voilà. Globalement, les performances diagnostiques du marqueur KS sont meilleures que celles du marqueur ADC. Donc, pour ça, on regarde juste si la courbe KS est au-dessus de celle ADC. Donc là, on voit effectivement qu'elle est plus proche de l'angle en haut à gauche. Donc, plus proche du test parfait. Donc, il est meilleur. OK? Item E, si on diminue la valeur du seuil de positivité du marqueur KS pour diagnostiquer la présence d'une lésion cancéreuse, alors la sensibilité du marqueur KS va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a moins de chances, enfin si on prend des valeurs positives plus basses, ça veut dire qu'on a plus de valeurs positives. Si on dit qu'au-dessus de 1,5 de glycémie, on est positif et que finalement on change de 1,5 à 1, toutes les valeurs entre 1 et 1,5 deviennent positives. On a donc plus de positifs. Si on a plus de positifs, alors la sensibilité est meilleure. Oui. La notion de seuil? Alors, en fait, c'est que dans les tests statistiques, en général, ça va être, on va observer une variable continue, par exemple le poids, et on va déterminer au-dessus de tel poids, c'est de l'obésité, par exemple. Ou au-dessus de tel IMC, c'est plus juste de dire ça. Mais l'IMC, il peut prendre un nombre de valeurs incalculable. Donc, à un moment, il va falloir qu'on décide une valeur au-dessus de laquelle c'est de l'obésité, en dessous de laquelle ce n'est pas de l'obésité. C'est ça qu'on appelle le seuil, c'est ça la valeur seuil. Et cette valeur-là, on peut l'augmenter ou la diminuer. Ouais. Alors, le seuil, il va correspondre à... si le seuil est bas, il va être au minimum ici, en bas de la courbe. Et plus on va augmenter le seuil, plus on va se déplacer sur la courbe vers la droite. OK? Pas du tout. En gros, pour un seuil... pardon. Je reformule. Pour un seuil très bas, tout le monde est positif. Donc, la spécificité est nulle. 1 moins spécificité est à 1. Donc, déjà, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Pardon. Donc, pour un seuil très bas, on est ici. Ça, c'est bon ou pas du tout? Oui, non, j'ai dit l'inverse tout à l'heure. Il faut oublier ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Désolé, je me mélange. Donc, quand on a un seuil très bas, tout le monde est positif, puisque tout le monde est au-dessus du seuil. Donc, 1 moins spécificité, c'est égal à 1, vu que la spécificité est nulle. Et la sensibilité est égale à 1, vu que forcément, tout le monde est détecté. On ne perd aucun malade dans les tests positifs. Tous les malades sont bien dans le test positif. Tous les non-malades aussi. Si on a un seuil très haut, tout le monde est détecté négatif. Donc, à l'inverse, on est tout en bas à gauche. C'est-à-dire que on détecte aucun testé positif. Donc, tous les malades sont hors du test, ne sont pas testés positifs, donc la sensibilité est à 0.
et tous les non malades sont bien détectés négatifs, donc la spécificité est maximale, donc 1 moins la spécificité est égal à 0. C'est bon? Ok, super. Du coup, j'ai une question. Ouais. Du coup, ça veut dire que si on diminue le seuil, on diminue aussi la spécificité. Mais par contre, on diminue la sensibilité. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le graphe. C'est ce qu'on disait sur ce graphe-là tout à l'heure. Voilà. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, on enchaîne. Donc, les valeurs vraies, c'était C, D et E pour ce QCM. Donc, maintenant, on va parler des tests statistiques avec les risques de première espèce. Donc, c'est le risque qui est souvent noté alpha. Par défaut, dans les QCM, on considère que alpha, c'est toujours le risque de première espèce. OK? Et donc, c'est la probabilité de rejeter H0 quand H0 est vrai. Donc, pour rappel, les tests statistiques, on va considérer une hypothèse H0 qui est l'hypothèse nulle, donc qui a la probabilité de non-différence. C'est-à-dire que la valeur de moyenne, par exemple, observée dans l'échantillon est égale à la valeur réelle théorique. Pardon. Oula, je fatigue. Donc, H0, c'est la probabilité que mu soit égal à une valeur de moyenne. Que la moyenne réelle mu soit égale à la valeur théorique. Voilà. C'est pas clair du tout. Alors, vous avez fait, c'est tout. Donc, la probabilité H0, c'est la probabilité que, au vu de paramètres observés dans l'échantillon, la moyenne dans la population réelle soit égale à une valeur théorique fixée. OK? Donc, le risque alpha, c'est la probabilité de rejeter H0 quand H0 est vrai. C'est-à-dire que quand c'était bien égal, quelle est la probabilité quand on rejette H0 que, en fait, on s'est trompé, c'était bel et bien, les deux moyennes étaient bel et bien égales. Et donc, on va déterminer alpha avant de faire le test. Pour le risque bêta, on va le déterminer après, donc a posteriori. Et donc, c'est la probabilité de ne pas rejeter H0 quand H0 est fausse. Donc, à nouveau, les risques de première espèce et de deuxième espèce, donc alpha et bêta, c'est le risque de se tromper. Voilà. Et donc, la puissance, c'est 1 moins bêta, c'est la probabilité de rejeter H0 si H1 est vrai. Autrement dit, de ne pas se tromper. De bien rejeter le fait que les deux sont égaux. Voilà. Donc, à propos des tests d'hypothèse, le seuil de la statistique de test au-delà duquel on rejettera l'hypothèse nulle dépend du risque de première espèce et du caractère unilatéral ou bilatéral de l'hypothèse alternative choisie. Donc ça, cet item, il est vrai. On va l'expliquer un peu. Donc, un test statistique, je ne sais pas si vous vous rappelez, le principe, c'est de dire que on considère que si la valeur qu'on trouve en calculant après l'intervalle à 95%, la probabilité d'être aussi extrême, d'obtenir une valeur aussi extrême que celle qu'on a trouvée, si la vraie valeur était bien la théorique, on considère que cette valeur de probabilité, elle est suffisamment faible par rapport au risque alpha. C'est-à-dire qu'elle est inférieure au risque alpha. Cette valeur de probabilité, c'est celle qu'on va noter P, la p-value. Donc, c'est la probabilité de trouver une valeur au moins aussi extrême, sachant, en prenant a priori que les moyennes sont égales. Si on considérait ça, quelle serait la chance qu'on soit aussi extrême? Voilà. Et donc, si cette p-value est inférieure au risque alpha, on va considérer qu'il est peu probable de trouver un truc au moins aussi extrême. Donc, on est déjà trop extrême pour que H0 soit vrai. Du coup, on rejette H0. Donc, on rejette H0. Et si c'est inférieur, si c'est supérieur, par contre. Si c'est supérieur, on ne rejette pas H0. Attention, on n'accepte jamais H0. OK? Ça, c'est du vocabulaire, c'est on n'accepte jamais H0, juste on ne la rejette pas. Voilà. Donc, ça dépend bien du risque alpha, du coup, et ça dépend aussi du caractère unilatéral ou bilatéral. Parce que si on considère que l'hypothèse alternative
c'est d'avoir une valeur supérieure. On n'aura pas les mêmes valeurs de test que si on considérait une hypothèse alternative qui serait juste d'avoir une valeur différente. Si on veut une valeur supérieure, il faut forcément être au-dessus, alors que si elle est différente, on peut être soit au-dessus, soit en dessous. OK ? Item B, pardon. Pour un même risque d'erreur de première espèce, le choix d'une hypothèse alternative unilatérale au détriment d'une hypothèse alternative bilatérale fait diminuer la valeur absolue du seuil au-delà duquel on rejette l'hypothèse nulle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si on considère une hypothèse unilatérale, donc il faut forcément, par exemple, être supérieur et on n'accepte pas le fait d'être inférieur dans l'hypothèse alternative, dans ce cas-là, le seuil il va être plus bas pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Okay. Item C, toutes les choses étant égales par ailleurs, si la taille de l'échantillon augmente, alors le risque d'erreur de deuxième espèce diminue. Donc ça, c'est vrai. Ça veut dire que plus l'échantillon est grand, moins on a de chances de se tromper. Voilà. Et ça, c'est à peu près tout le temps vrai en statistique. Quand vous faites en sorte d'avoir un très grand échantillon, vous aurez une valeur moyenne qui est plus proche de la moyenne de la vraie population. L'échantillon le plus grand étant la population complète. Dans ce cas-là, vous aurez vraiment la bonne moyenne. Et cette bonne moyenne-là, quand vous la comparerez à la moyenne théorique, vous serez d'autant plus sûr qu'elles sont différentes ou qu'elles sont égales si votre échantillon est grand. Et donc, si vous êtes à peu près sûr de votre valeur de moyenne calculée. Item D. Dans le cadre d'un test de comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique, un test significatif indique que l'écart entre la moyenne observée et la valeur théorique a une forte probabilité d'être attribué aux fluctuations d'échantillonnage. Donc, ça, c'est faux. Donc là, en l'occurrence, quand on dit un test significatif, ça veut dire que la différence observée est significative. OK ? Si la différence observée est significative, ça veut dire qu'elle est trop grande pour l'attribuer à une erreur de fluctuation d'échantillonnage. C'est-à-dire que le hasard seul n'est probablement pas suffisant pour qu'on ait observé une telle différence. Voilà. Donc c'est l'inverse de ce qui est marqué. Quoi ? Comment on sait si c'est significatif ? Alors, s'il est significatif, donc ça c'est par rapport à la p-value. Si la p-value elle est inférieure au risque alpha, on va considérer que le test est significatif. C'est-à-dire que c'est peu probable d'avoir obtenu une valeur aussi extrême simplement par le hasard. Et inversement, si la p-value est supérieure, dans ce cas-là, ce n'est pas significatif. Oui. Tu peux expliquer la B. La B. Oula. OK. Donc pour la B, on doit choisir une alternative, une hypothèse alternative, donc soit bilatérale. Donc ça veut dire que l'hypothèse alternative, c'est que la valeur dans la population, elle est différente de la valeur théorique qu'on voudrait obtenir. Et unilatérale, ça veut dire qu'on considère qu'elle n'est pas seulement différente, elle est supérieure ou elle est inférieure. C'est ça une hypothèse alternative unilatérale. Et dans le cas où on considère une hypothèse alternative unilatérale, on ne prend pas les valeurs de la borne inférieure. Donc, il va y avoir une probabilité plus importante d'être au-dessus. C'est bon ou pas bon? Enfin, moins importante d'être au-dessus. Je sens que c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Hein. Voilà, donc si on est en unilatéral, si on prend notre gaussienne, si on est en unilatéral, on va considérer que on est au-dessus de notre valeur. OK ? Donc ça veut dire que, par exemple, on a observé une valeur moyenne ici. Ça, c'est ce qu'on a observé. Et on va regarder la probabilité d'avoir observé cette valeur-là. Bon, si on est en bilatéral,
cette valeur-là, elle pourrait être observée ici ou en haut, ou de l'autre côté de la moyenne. Donc, il y a plus de chances de l'observer. OK. Et c'est la partie de gauche qui est. Parce que un point ne donne pas une probabilité. La question, c'est par rapport à la différence. Donc, la probabilité d'être au moins aussi extrême, donc en fait, c'est toute cette partie-là. On regarde. Dans le cadre bilatéral, on regarde que cette partie-là. Oui, par contre, pour la visio, je ne sais pas comment les aider. J'essaierai de le reformuler avec des mots. Donc, bilatéral, elle peut être dans les deux côtés, d'être aussi extrême, donc d'avoir un écart à la moyenne aussi grand. Bilatéral, en gros, on va regarder l'écart à la moyenne et on regarde la probabilité sur une courbe de Gauss d'être aussi éloigné de la moyenne. Donc, si on est en bilatéral, il y a des deux côtés qu'on peut être aussi éloigné. Si on est en unilatéral, c'est forcément que d'un côté. Donc, il y a une probabilité plus faible pour une même distance à la moyenne. Donc, il faut une distance à la moyenne plus réduite pour obtenir la même probabilité. Est-ce que c'est mieux en visio? Bon. Enfin, en tout cas, j'ai quand même avancé pour qu'on ne termine pas trop en retard. Donc, item D, on l'a fait. On l'a fait ou pas, item D? Oui, on l'a fait. Donc, item E, concéder un risque d'erreur de première espèce de 1%. Signifie que dans le cas où l'hypothèse nulle est vraie, 1% des échantillons conduiront à rejeter au rejet de H0 à tort. Donc ça, c'est vrai, c'est la définition du risque en fait, de première espèce alpha. C'est la probabilité de se tromper quand on rejette H0. Donc, il y a si on le fixe à 1%, on va rejeter H0 à tort dans 1% des cas. Et comme on le rejette à tort dans 1% des cas, il y aura 1% des échantillons où ce sera rejeté à tort. Voilà. Et donc, les items vrais, c'est A, B, C et E. Donc maintenant, on va faire un petit rappel sur le théorème central limite. Le théorème central limite, c'est un théorème qui est très utilisé, surtout aux épreuves. Donc, on va avoir une population avec une vraie valeur de moyenne, une vraie valeur d'écart type, notée souvent avec des lettres grecques, donc mu, sigma. Mu pour la moyenne, sigma pour l'écart type. Et on va avoir un échantillon. Donc un échantillon de taille n pris dans la population, de moyenne petit m et d'écart type petit s. On change les notations pour bien savoir différencier quand est-ce que c'est la population générale, donc mu, sigma, les lettres grecques, ou quand est-ce que c'est la population, l'échantillon. Voilà. Et donc, selon le théorème central limite, si n, la taille de l'échantillon, elle est suffisamment grande, si on a un échantillon suffisamment grand, alors la moyenne estimée sur l'échantillon, on peut l'approximer par une variable aléatoire qui suit une loi normale, quelle que soit la distribution du paramètre observé, de la population observée. C'est-à-dire que si le poids ne ressemble pas du tout à une distribution qui n'est pas du tout une loi normale, si on prend un échantillon de au moins 30 personnes dans notre population, la moyenne de leur poids aura une distribution qui ressemblera à une loi normale. C'est bon? Voilà. Et donc, la condition d'application, c'est n supérieur ou égal à 30. Ça, il faut le retenir. C'est important de s'en rappeler. Si vous avez un effectif inférieur à 30, vous ne pouvez pas appliquer le théorème central limite. L'espérance de cette moyenne, elle est estimée, c'est l'espérance de petit m, et donc l'espérance de la moyenne, ce sera mu, la vraie valeur dans la population. Et la variance de la moyenne, selon la loi normale, ce sera sigma carré sur n. OK? On va maintenant parler d'intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance, il est encore une fois associé à un risque d'erreur alpha qui va correspondre au pourcentage de valeurs qui vont être en dehors de l'intervalle.
Donc, un intervalle de confiance à 95%, ça veut dire qu'on a 5% des valeurs qui sont en dehors de l'intervalle. Donc, on a un risque d'erreur alpha qui est égal à 5%. Voilà. Et pour un nombre donné d'échantillons, si on prend 100 échantillons, on aura 1 moins alpha % des intervalles de confiance calculés sur ces échantillons qui ne prendront pas la vraie valeur de la moyenne dans l'intervalle. Donc pour lesquels la vraie valeur de la moyenne sera exclue de l'intervalle de confiance. Pour le calculer, l'intervalle de confiance, on va utiliser le théorème central limite qui va nous permettre du coup d'approximer par une loi normale. Ça rend du coup beaucoup plus facile de le calculer. Et sur les lois normales, il y a une propriété qui est toujours vraie, c'est que toute loi normale peut être transformée en loi centrée réduite. On l'a vu tout à l'heure, toute loi normale a une moyenne et un écart-type non nul. Donc, on peut, pour toute loi normale, lui enlever sa moyenne et la diviser par l'écart-type. Ça, c'est valable pour toutes les lois normales et du coup, ça permet de simplifier toute loi normale. Oui. J'ai une question de la loi normale centrée réduite. Est-ce que ça doit être l'écart-type ou la variance parce que c'est la même chose puisque c'est 1? Alors, dans tous les cas, encore une fois, c'est la même chose et donc c'est l'écart-type qui est divisé. On divise par l'écart-type. Il permet juste de faire un point timing sur la formation pendant 30 minutes. Je ne sais pas si j'ai des ou pas, mais bon. Je ne sais pas non plus. Il a 40%, donc. Ok. Vas-y encore un peu, mais c'est nickel. Donc, si vous avez des questions, on peut les poser, quoi. Donc, maintenant, calculer un intervalle de confiance. Donc, on va commencer par centrer sur 0. Donc, ça veut dire qu'on enlève la moyenne, l'espérance. Moyenne, l'espérance, ça veut dire la même chose. Et donc, pour une loi normale centrée réduite, on a la probabilité d'être entre A et B qui est égale à 0,95. Ça signifie que A est égal à moins 1,96 et B est égal à plus 1,96. Autrement dit, c'est toujours la même valeur que depuis le début. 95% des valeurs sont comprises entre moins 1,96 et plus 1,96 pour une loi normale centrée réduite. En général, le 1,96, on va très rapidement l'approximer par 2 parce que c'est plus facile pour les calculs. Ne pas vous trimballer une virgule, c'est beaucoup plus facile. Et donc, du coup, pour un intervalle de confiance, ça, c'est la formule complète théorique. Donc, c'est la moyenne estimée. Donc, quand on met un petit chapeau, ça veut dire qu'on estime. Donc, c'est la moyenne estimée moins une valeur statistique de test, Z alpha sur 2, multiplié par la racine carrée de la variance estimée divisée par l'effectif. Alors, et pareil de l'autre côté, sauf qu'on met un plus. Et donc, du coup, ici, pour un intervalle de confiance à 95%, on a alpha qui est égal à 5%. Et donc, Z alpha sur 2, ça, maintenant, vous le connaissez par cœur, c'est 1,96. Et quasiment tout le temps, vous allez utiliser 1,96. Parce que quasiment tout le temps, vous allez utiliser des intervalles de confiance à 95%. OK? Très bien. Mais sinon, cette formule un peu barbare, c'est celle que vous utilisez pour les intervalles de confiance. Donc, QCM7, un échantillon de taille 1000. Donc déjà, on regarde tout de suite la taille de l'échantillon. Dès qu'on voit n égale 1000, on sait que c'est suffisamment grand. C'est important de le retenir. A été tiré au sort dans une population américaine afin d'estimer la moyenne mu et la variance sigma carré de la variable tour de taille. On prend une variable tour de taille qui a une distribution quelconque. Donc l'estimation de la moyenne est égale à m égale 100 cm. Et l'estimation de la variance, c'est s carré égale 16 cm². Donc, indiquez si les propositions sont vraies ou fausses. Juste petite note. Pour la variance, comme c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, théorique, ça c'est la définition de la variance, vous n'avez pas besoin de la connaître. Son unité, c'est l'unité au carré. La variable estimée, c'est pour ça que c'est des centimètres carrés. Ne soyez pas perdu pour ça. Et du coup, l'écart type, son unité, c'est centimètres.
Okay. Donc, l'estimation de la moyenne à partir d'un échantillon est une variable aléatoire. Donc ça, c'est vrai. Et on peut même en dire plus. L'estimation de la moyenne, c'est une variable aléatoire qui suit une loi normale, grâce au théorème central limite, vu que n est suffisamment grand. Pour l'option santé, c'est supérieur ou égal à 30. Suffisamment grand. Item B, d'après le théorème central limite, la distribution de l'estimation de la moyenne mu à partir de l'échantillon de taille n, c'est mu chapeau même, suit une loi normale centrée sur la valeur. Donc ça, c'est vrai. C'est ce qu'on a dit juste avant pour l'item A. Item C, d'après le théorème central limite, la distribution de l'estimation de la moyenne mu à partir d'un échantillon de taille n égale 1000 suit une loi normale dont la variance est égale à sigma carré. Alors ça, il faut faire attention, on l'a vu en début. La variance ici, selon le théorème central limite, c'est sigma carré divisé par n. Il faut bien le retenir, ça. Ce qui fait d'ailleurs que la variance, du coup, est d'autant plus faible que l'effectif de l'échantillon est grand. OK ? Quand n augmente, la variance est plus faible, ça tombe bien, ça veut dire qu'on est plus fiable. Voilà. Donc c'est assez logique. Item D, l'estimation par intervalle de confiance à 95% de la moyenne à partir des résultats de l'énoncé est 100 moins 1,96 fois racine de 16 sur racine de 1000. Et la même chose de l'autre côté, mais avec un plus. Donc déjà, il faut que vous vous habituiez un peu, potentiellement en examen, vous allez avoir des notations comme ça. Ça, c'est racine de 16, hein, même s'il n'y a pas la barre au-dessus. C'est possible qu'il ne soit pas capable de l'imprimer correctement, avec des jolies racines carrées bien dessinées. Voilà. Donc ça va reprendre effectivement la formule qu'on avait vue tout à l'heure. On a bien 1,96 qui est la statistique de test. Donc comme on est 95%, c'est 1,96. La moyenne mu qui est 100. La moyenne, pardon, estimée qui est 100. Et on a bien la racine carrée de la variance estimée, donc sigma carré, 16, sur l'effectif, 1000. OK ? C'est bon pour tout le monde ? Sinon, n'hésitez pas. Item E, à partir des mêmes estimations ponctuelles, M et S carré, l'estimation de la moyenne mu par un intervalle de confiance à 80% donne une intervalle plus large que l'estimation par un intervalle de confiance à 95%. Donc ça, c'est faux. Si on prend un intervalle de confiance à 80%, ça veut dire qu'on a 20% des valeurs qui sont en dehors. Si on en a plus de valeurs qui sont en dehors de l'intervalle, ça veut dire que notre intervalle, il est plus serré. Ça va pour tout le monde ? J'ai une question. Oui. Si on dira dans l'énoncé, si on prend un intervalle de confiance à 80% ou 95%. On te le dira toujours. Et si on te demande de le calculer, on te demandera très souvent de calculer à 95%. Voire quasiment, enfin, normalement, quasiment tout le temps, tu n'es pas censé savoir calculer à un autre pourcentage que 95%. Voilà. Après, par contre, on peut te proposer, comme là sur cet item, où on va te demander, si on changeait le pourcentage, est-ce que ça élargirait ou est-ce que ça réduirait l'intervalle de confiance ? Ouais. Une question, la question B, si on retire le mot estimation, est-ce que ça vous en fait ? Oui. Parce que la moyenne, mu, ce n'est pas une variable aléatoire en elle-même. La moyenne mu, c'est la vraie valeur de la moyenne dans la population générale. Elle ne change pas. Voilà. OK. Après, normalement, on ne vous poserait pas des questions... Enfin, on ne vous piégerait pas sur est-ce que c'est une estimation ou pas une estimation sur ce type d'item-là. On vous piégerait là-dessus sur des items où on vous demande est-ce que l'estimation est valable pour la population en général ou un truc comme ça. C'est plus là-dessus qu'on vous piégerait. D'ailleurs, il y en aura sûrement plus tard. Donc, c'est les items ABD qui sont vrais.
QCM 8, on souhaite étudier la distribution de la taille des étudiants de sexe masculin en Allemagne en 2019. On note respectivement mu de la taille et sigma de la taille, la moyenne et l'écart type de cette distribution. Afin d'estimer la valeur mu, un échantillon représentatif de cette population. Pensez toujours à regarder que c'est bien marqué représentatif. Si on vous précise un échantillon non représentatif, vous ne pouvez pas calculer vos valeurs. De taille n égale 100. N égale 100, supérieur à 30, donc on peut appliquer le théorème central limite. Il est constitué. Donc, les estimations obtenues à partir de cet échantillon indiquent que la distribution de la taille a une moyenne M égale 180 et un écart type S égale 6 cm. On note TI, la taille d'un étudiant I, avec du coup I allant de 1 à 100 dans cet échantillon. Ça va cette notation? Donc, pour estimer la mu de la taille, à partir de cet échantillon, on peut appliquer l'estimateur moyenne, qui est la somme des valeurs TI pour I allant de 1 à 100, donc pour l'ensemble des personnes sélectionnées, divisé par le nombre de personnes qui ne comportent pas de biais. Donc l'item A, il est vrai. Donc l'estimateur moyenne, c'est bien ça, sa notation, c'est-à-dire la somme de toutes les valeurs pour chaque individu divisé par le nombre d'individus. Autrement dit, c'est un calcul de moyenne. Voilà. Et donc, un estimateur moyenne, c'est un estimateur qui est sans biais convergent. Voilà. OK. L'estimation ponctuelle de mu-taille à partir d'un échantillon représentatif de taille n égale 100 est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée sur mu et de variance sigma carré sur 100. Donc ça, c'est vrai. Centré sur mu, bah oui, effectivement, mu, du coup, c'est bien la valeur centrale du théorème central limite. Et sigma carré sur 100, c'est bien la variance. Voilà. OK? Et on a bien n suffisamment grand. On l'a vu dès le début en regardant l'énoncé. Item C, à partir de cet échantillon, on peut estimer la moyenne mu-taille avec un intervalle de confiance à 95%, dont les bornes sont d'environ 178,8 cm et 181,2 cm. Donc là, ici, on a fait le calcul. Donc, les bornes, c'est m moins 2 fois racine de s carré sur racine de 100. Donc, m moins 2 fois s sur racine de 100, donc sur 10. Donc, ça fait 180 moins 2 fois 6 sur 10. Et de l'autre côté, c'est plus 2 fois 6 sur 10. Donc, 6 dixièmes, ça fait 0,6 fois 2, 1,2. Donc, ça fait 180 plus ou moins 1,2. Donc, 178,8 et 181,2. Voilà. Ça, c'est le genre de calcul qu'il faut que vous sachiez faire. Et donc, connaître vos carrés parfaits, que ce soit 100 qui est le carré de 10, 25 qui est le carré de 5, 9 le carré de 3, et tous ces carrés-là, ça peut être très utile. Au moins, les carrés des nombres de 1 à 10, ce n'est pas forcément les carrés les plus compliqués à retenir, mais ils peuvent facilement tomber en variance, et donc pour pouvoir calculer facilement l'écart type, c'est utile. OK? Item D. Si on sélectionnait un autre échantillon représentatif de cette population, la valeur de l'estimation ponctuelle de la taille moyenne ne serait pas nécessairement égale à 180. C'est vrai. Si on prend un échantillon, par exemple, que là, dans la salle, on prend 10 personnes, on aura une valeur de taille moyenne. Si on prend 10 autres personnes, la taille moyenne peut être différente. OK? Item E, si on sélectionnait un échantillon de taille n égale 1000, on pourrait estimer la moyenne mu-taille avec un intervalle de confiance à 95% de plus petite amplitude que l'intervalle de confiance à 95% obtenu avec un échantillon de taille n égale 100. Donc ça, c'est vrai. On le retrouve facilement et de manière logique. Plus on prend un échantillon qui est grand, plus on est précis. Plus on est précis, plus l'intervalle de confiance va être serré. C'est-à-dire que plus nos valeurs vont être proches de la moyenne. OK? C'est bon pour tout le monde?
Vous pouvez aussi le retrouver par le calcul. Étant donné que vous avez racine de s carré sur racine de n, si n augmente, comme vous divisez par n, vous avez donc racine de s carré sur racine de n qui va diminuer et donc un écart à la moyenne qui va diminuer. Voilà. Et donc les items vrais, c'était tous pour ce QCM. Je l'ai dit précédemment, mais à chaque fois, les QCM sont bien issus d'Anal et vous avez les références. Et c'est bien des références de PASS. Donc QCM 9, à propos des essais cliniques sur le médicament. Là, on change de registre, on parle d'essais cliniques. Donc définir la population d'études d'un essai clinique consiste à préciser la population théorique à laquelle on pourrait proposer le nouveau traitement à l'étude si celui-ci s'avérait efficace. Donc ça, c'est vrai. Autrement dit, c'est la population d'études, c'est la population auprès de laquelle ce médicament va servir. Si tant est qu'il soit suffisamment utile pour qu'on le mette sur le marché. Dans un essai clinique, on peut définir des critères de non-inclusion qui s'appliquent aux patients du groupe intervention, mais qui ne s'appliquent pas aux patients du groupe contrôle. Alors ça, c'est faux, c'est extrêmement faux. Les critères d'inclusion et de non-inclusion sont définis avant la randomisation. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui vont être incluses dans l'essai doivent pouvoir appartenir à chacun des deux groupes. S'il y a un patient qui ne peut pas appartenir à un des deux groupes, on ne peut pas l'inclure dans l'essai. Parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas le randomiser. Voilà. Ça veut dire quoi, inclusion, du coup? Alors, inclusion, ça veut dire qu'on va l'accepter dans l'essai. Non-inclusion, ça veut dire qu'on va le refuser de l'essai. Par exemple, on va considérer qu'on ne prend que les femmes qui ne sont pas enceintes et les hommes de 18 à 50 ans. Parce qu'on ne veut pas les personnes trop âgées parce qu'il y aurait des risques de comorbidité trop importants, parce qu'on ne veut pas les mineurs parce que ça nous embêterait, parce qu'on ne veut pas les femmes enceintes parce qu'on a un doute sur les effets sur les enfants ou sur les bébés, et voilà. On va définir a priori qu'est-ce qu'on veut pas dans l'essai pour pouvoir avoir une population d'études qui est contrôlée, qui est sûre et on sait dans quoi on s'engage. On ne va pas commencer à tester un nouveau médicament tout à fait innovant chez un nourrisson de 3 mois. Voilà. Ni chez les personnes âgées, parce qu'entre guillemets, elles sont plus fragiles, donc elles sont plus à risque d'avoir un problème, quel que soit le médicament, et même en dehors des causes de médicaments. Voilà. Ouais. Du coup, la phrase 2, ce serait de dire que les critères de non-inclusion s'appliquent à la fois au groupe intervention et au groupe. C'est ça. Les critères d'inclusion et de non-inclusion s'appliquent forcément à l'ensemble de la population d'études. Il faut qu'il y ait les mêmes paramètres entre les deux groupes pour pouvoir randomiser. C'est ça. Parce qu'en fait, tu décides des paramètres de, en gros, qui est-ce que tu vas prendre. Tu les décides avant de dire, vous irez dans tel groupe ou dans tel groupe. Voilà. Donc, comme tu le décides avant, il faut forcément que les patients puissent aller dans les deux. Sinon, c'est plus du hasard d'être mis dans l'un ou dans l'autre si tu ne peux aller que dans l'un. La question de recherche peut être formulée de la manière suivante. Donc, la question de recherche, c'est la question à laquelle veut répondre l'étude. Le médicament expérimental est-il aussi efficace que le médicament de référence utilisé en pratique courante? Donc, ça, c'est vrai. Les questions de recherche, ça peut être, est-ce que mon médicament est aussi efficace? Parce que, par exemple, on a trouvé un médicament qui coûtait moins cher à fabriquer. Donc, on veut tester s'il est bien aussi efficace. On peut tester aussi, est-ce qu'un médicament est plus efficace? Ou est-ce qu'un médicament n'est pas moins efficace? Par exemple, pas moins efficace, ça peut être utile si on a moins d'effets, si le nouveau médicament il a moins d'effets indésirables. S'il a moins d'effets indésirables, il faut aussi vérifier qu'il est aussi efficace ou pas moins efficace. Les médicaments qui contiennent une substance active n'ont pas d'effet placebo, donc ça c'est faux. L'ensemble des substances peuvent avoir un effet placebo. Le fait de prendre un médicament peut avoir un effet bénéfique sur le fait que on peut penser j'ai pris un médicament donc je vais guérir. C'est un effet classique. Que le médicament ait un réel effet ou pas.
Et j'en profite aussi pour préciser que toute substance peut avoir aussi un effet nocebo. Effet nocebo, c'est-à-dire un effet négatif qui n'a pas de base pharmacologique. La décision médicale d'utiliser un nouveau médicament s'appuie sur une analyse des risques encourus et des bénéfices attendus. Donc ça, c'est la traditionnelle balance bénéfice-risque. On veut qu'on ait plus de bénéfices que de risques pour utiliser un traitement. Voilà. Si on peut guérir d'une toux, mais on perd un bras, c'est pas utile. Donc la correction, c'est A, C et E. QCM 10. En mars 2020. Oui. La D, elle est fausse, non? Ouais. C'est pour ça qu'elle est en rouge. C'est bon? Pas d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. QCM 10. En mars 2020, l'essai Discovery a été mis en place pour évaluer l'efficacité et la tolérance de 5 stratégies de traitement contre le SARS-CoV-2. 4 groupes de traitements expérimentaux associés aux soins standards et un groupe contrôle. Soins standards seuls sont comparés. Les 5 modalités de prise en charge sont proposées à des patients adultes hospitalisés pour une infection à SARS-CoV-2, diagnostiqués avec une oxygénothérapie. L'attribution des modalités de traitement répond à une randomisation équilibrée, stratifiée selon le centre et le stade d'évolutivité de la maladie. Ça veut dire que des personnes au même stade d'évolution de la maladie ont autant de chances d'avoir chaque traitement possible. Et que la randomisation, on l'a fait par centre, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir 80% des patients pour un type de traitement à Paris et 20% pour le même type à Toulouse. Dans chacun des 2 centres, il y aura le même pourcentage de patients pour chaque type de traitement. C'est ça que ça veut dire. Patients et médecins savent quel traitement est utilisé. Donc ça, tout de suite, ça doit vous dire qu'on n'est pas en insu, on est en essai ouvert, si les patients et les médecins savent. Le nombre de sujets à inclure est de 3100 patients, donc 620 par groupe, dans différents pays européens, dont la France. Le critère de jugement principal est clinique. Amélioration clinique mesurée sur une échelle ordinale à 7 points, qui va de 1, non hospitalisé et aucune limitation d'activité, à 7, décédé. Et évalué au 15e jour. Donc on regarde 15 jours après l'attribution du traitement et on voit qu'est-ce qui est advenu du malade. Item A. Le fait que ce soit un essai ouvert peut entraîner un biais lors de l'évaluation du critère de jugement principal. Ça, c'est vrai. C'est à cause de cet effet-là, principalement, par le fait que si vous savez que vous recevez un traitement qui est censé rien vous faire, il y a plus de chances que le traitement ne vous fasse rien. Alors que si vous ne le savez pas, il y a plus de chances que l'effet placebo arrive. Voilà. En gros, si on vous dit « vous allez être soigné en prenant ce comprimé, vous irez mieux », si on vous dit « vous n'allez pas être soigné en le prenant », vous aurez plus de mal à voir une amélioration. Le traitement effectivement reçu par les patients peut différer du traitement prévu par la randomisation. Donc ça, c'est vrai. Il arrive qu'il ait loupé. On dit le patient A, il doit recevoir le traitement A, et en fait, il reçoit le traitement B parce qu'il y a eu une erreur. Ça peut arriver. L'analyse de l'essai Discovery comprend une description des caractéristiques des participants à l'inclusion, globalement, et dans chaque groupe défini par une modalité de traitement. Donc ça, c'est vrai. En général, on essaye toujours de dire, bon, dans les résultats de l'essai, on avait au final 40% de femmes dans le groupe A, 41% dans le groupe B, on avait 10% entre 18 et 20 ans, par exemple, et 11% dans le groupe. Voilà. On essaye toujours de dire à peu près les répartitions en fonction des critères d'inclusion. Ce qui permet d'ailleurs de montrer que la randomisation était plutôt bonne. Si on a à peu près les mêmes pourcentages dans le groupe A et dans le groupe B. Item D. Dans cet essai, les décès entraînent un biais d'attrition. Donc ça, c'est faux. Alors, un biais d'attrition, c'est les perdus de vue. C'est ceux dont on ne sait pas ce dont il est advenu. Donc, dont on ne peut plus recueillir les données. Là, ici, le décès, on sait qu'ils sont décédés.
Et surtout, on le prend en compte dans le critère de jugement. Donc, ce n'est pas des perdus de vue, les décédés. Ils sont bien dans une catégorie bien fixe. Et du coup, ça se passe quoi pour les personnes qui meurent suite à un traitement? Suite à Alors, là, dans cet essai clinique-là, elle reçoit le score. Alors, d'un point de vue purement statistique pour l'essai clinique, elle reçoit le score de 7 pour l'évaluation du traitement. Et après, d'un point de vue autre, elle va aller à la morgue et autres. Mais voilà. D'après les standards internationaux, l'essai Discovery utilise une analyse en intention de traiter. Donc ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'en gros, quand ils analysent les résultats, ils vont les analyser non pas par rapport à ce que les patients ont vraiment reçu comme traitement, mais par rapport à dans quel groupe on les a mis au début. Si le patient A, on l'a dit, tu es dans le groupe qui reçoit le traitement A, même s'il a reçu le traitement B, il sera toujours analysé dans le groupe recevant le traitement A. Voilà. C'est ça l'analyse en intention de traiter. Donc là, c'est ce qui était dit dans l'énoncé. Et donc les items vrais, c'est A, B, C et E. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? La visio, ils ont des questions? Mais on ne sait pas que c'est en lien avec le traitement si elle décède dans un accident de voiture. C'est comme si elle était juste partie de l'essai. Alors, potentiellement, oui, sauf que là, on parle d'un essai à l'hôpital, qui est tenu à l'hôpital pour des patients Covid qui sont hospitalisés. Donc, l'accident de voiture, étant donné qu'ils restent dans un hôpital et qu'ils ne quittent pas leur chambre, il y a peu de chances qu'ils en aient un. Pour ne pas dire que la chance est égale à 0. Voilà. Ouais. Je n'ai pas bien compris la randomisation. Randomisation. La randomisation, si on prend l'ensemble des personnes et on dit, par exemple, on voudra 50% des personnes dans le groupe A, 50% dans le groupe B, et donc chaque personne, on a une chance sur deux de lui dire groupe A, une chance sur deux de lui dire groupe B. Et au final, on a autant de personnes dans le groupe A et dans le groupe B. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sur Zoom ou en présentiel? Ok. Alors, dans ce cas-là, vous restez là, s'il vous plaît. J'ai 2 QR codes à vous faire scanner. Donc, le premier, c'est le questionnaire de satisfaction. Sur la visio, vous répondez aussi, s'il vous plaît. Voilà. C'était la première année qu'on faisait les formats. Et du coup, c'est super important pour nous qu'on ait vraiment votre avis parce que nous, on a fait les choses du mieux qu'on pouvait, mais on n'avait pas de retour sur les années précédentes parce que du coup, ça a été créé cette année. Alors, on avait un peu quelques idées avec les formats PASS, mais mine de rien, c'est quand même vachement différent de ce qu'on peut attendre en LAS, de ce qu'on peut attendre en PASS. Donc, vraiment, dites-nous si vous auriez préféré des trucs ou quoi que ce soit. Il ne marche pas fort. Encore? Mais je viens juste de le recréer parce que l'autre ne marchait plus. Mais il n'a pas changé, celui-là. Oui, c'est toujours le même. Ah, putain. Change de diapo. Quel diapo? Non, mais juste réactualise la page. Je viens juste de le changer. Normalement, ça devrait être bon. J'actualise et je le remets. Ça mouline, mais... On m'a dit que ça ne marchait pas. Alors, Oui, et du coup, le QR code d'après qu'on va vous faire scanner, c'est du coup l'examen blanc. C'est super important de s'inscrire parce que du coup, autant là, si vous n'étiez pas inscrit, c'est pas un drame. Autant en fait, si vous n'êtes pas inscrit là-bas, vous ne pourrez pas faire l'examen blanc. Donc c'est quand même plutôt essentiel de s'inscrire. Normalement, il fonctionne maintenant. Ouais, c'est bon. C'est bon, nickel. C'est bon? Tout le monde a bien pu le scanner? Oui. La visio aussi? Il y a eu des problèmes particuliers. Et donc on passe. Pour l'examen blanc. Ouais. Du coup, je ne sais pas si vous savez, mais on organise un examen blanc, même 3. Il y en aura un UT1, un UT3, un Albi et un en essentiel. Du coup, ceux de UT3 et UT1, c'est les mêmes, donc c'est pas la peine de venir aux deux, mais vous pouvez faire celui en présentiel et celui en distanciel, ce sera 2 sujets différents. Et du coup, c'est hyper important de s'inscrire, surtout pour UT3, parce qu'on a 2 amphis. Du coup, vous serez répartis en fonction du nombre d'inscrits. C'est la même date, un distanciel et un présentiel? Fait la même horaire? Non. Okay. Du coup, on peut faire les deux. Oui. Après, les notes, elles seront attribuées sur le numéro d'anonymat. Oui. Sur la feuille, on met pas notre... Non, il faudra mettre le numéro d'anonymat. C'est comme pour l'école. Je pense que c'est du gap, mais si on a tout ça. Ah, c'est bien.
Du T1. UT1. Mais en fait, c'est le même déjà sujet. inscrit sur. Il y aura un seul sujet pour UT1. Mais si c'est plus proche, ils peuvent aller à UT1. Ah, mais si ça vous arrange tous, oui, vous pouvez. Comment ça s'appelle, le G-forme d'inscription, vous êtes inscrit une fois, ça nous suffit. Nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'on puisse vous répartir dans les instituts. Parce que le sujet... Non. Alors, du coup, les sujets de UT1, UT3, c'est ce que vient de dire Mélissa, sont les mêmes. Et Champollion a son propre sujet et Moodle a son propre sujet. Après, il faut être motivé pour Est-ce faire que c'est UT3 et possible d'être Champollion. inscrit UT3 C'est et le retour au Champollion. Oui. Mais oui. Oui, en soi, oui, je pense que tu seras mis sur Moodle. Ils seront sur la librairie. Oui, dans tous les cas, tous les sujets seront mis sur la librairie et même les diapos des formats seront mis sur les librairies et le zoom de tous les formats d'ailleurs, ce sera mis sur la chaîne YouTube. Oui. Donc, du coup, vous retrouverez toutes les corrections de tous les QCM, tout bien expliqué sur la librairie d'ici la fin, quand les formats seront terminés. On vous mettra tout ça, comme ça, si jamais il y a des petites erreurs, des trucs comme ça, on peut aussi les modifier. Ça, vous avez tout au propre et vous pouvez tranquillement corriger. Vous pouvez tranquillement préparer l'examen blanc. Et c'était les derniers mots pour moi. Juste pour le numéro d'anonymat, si vous n'en avez pas, c'est hyper important d'en générer un. Parce que c'est comme ça qu'on va vous classer en fait. On ne peut pas prendre vos numéros étudiants ou quoi, par souci de confidentialité. Donc vraiment, si vous ne savez pas comment faire, genre venez vers nous, on vous montre, mais c'est vraiment hyper important de le générer. Et il faut commencer par 6. Donc il faut s'assurer que ce soit bien, que vous soyez bien dans la catégorie LAS et pas PASS. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne format. Bonne soirée, à bonne demain. soirée. Si vous revenez demain, c'est biochimie, même heure, même endroit. Vous allez mettre sur. Le numéro pour le test, c'est le numéro qu'on trouve sur le site web, c'est bien ça. Donc on va sur notre. Oui.